Le nouveau gouvernement est déjà à l'œuvre, pas de temps à perdre. C'est un gouvernement qui compose avec l'opposition et il a tenu son tout premier conseil des ministres sous la coupole du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Les actions et les décisions importantes à suivre en début d'édition. Pour parachever le processus de décentralisation au Togo, le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé a nommé les gouverneurs des régions. En quoi est-ce que ces nominations sont importantes pour la poursuite des actions de développement au profit des populations? Uri Chamega nous donnera plus de précisions dans un instant. Et pour une bonne maîtrise de la déclaration de politique générale du gouvernement, l'exécutif procède à une pédagogie gouvernementale qui a permis au ministre Yawa Kuigran de la communication, des médias, de la culture et porte-parole du gouvernement d'intervenir dans le 20h d'hier. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bienvenue dans ce 13h. Il y a exactement une semaine, le nouveau gouvernement a été rendu public. Cette équipe autour du Premier ministre Victoire Tomenga Dogbe, en application des dispositions transitoires de la nouvelle constitution, est marquée par son caractère inclusif. Elle a une approche géopolitique également. Le gouvernement a tenu son tout premier conseil des ministres juste après la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement et devant les députés, vous le savez. Pas de temps à perdre. Et que ça là. 35 membres du nouveau gouvernement pour conduire la transition du Togo vers la 5e République. C'est une équipe marquée à première vue par l'esprit d'ouverture et d'inclusion qui a toujours caractérisé la politique du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Plusieurs figures de l'opposition font partie de la nouvelle équipe gouvernementale, illustrant la ferme volonté du président de la République de rassembler toutes les forces politiques autour des enjeux nationaux. Tourné vers le développement, ce gouvernement reflète un changement de paradigme dans la gouvernance togolaise. Cette démarche d'ouverture politique représente une avancée significative vers la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie. Parmi les figures de l'opposition qui ont rejoint le gouvernement, on compte des leaders reconnus pour leur engagement en faveur des réformes et de la justice sociale. Leur intégration au sein de l'exécutif montre que le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, est prêt à travailler avec tous les acteurs politiques pour garantir une stabilité durable et promouvoir le progrès socio-économique du pays. Ce gouvernement inclusif, conçu pour être un véritable catalyseur de développement, va mobiliser toutes les énergies autour des priorités nationales pour le bien-être des populations et le renforcement de l'état de droit. Le nouveau gouvernement, riche de sa diversité, est appelé à jouer un rôle crucial dans la transformation du Togo en un pays plus uni, plus juste et plus prospère. C'est une avancée politique notable, mais aussi un atout majeur pour le développement du pays, car elle permettra d'exploiter pleinement le potentiel de toutes les forces vives de la nation. Ce nouveau gouvernement est appelé à rester un outil au service des citoyens capable de répondre efficacement à leurs besoins. Lors de son tout premier conseil des ministres, le nouveau gouvernement a aussitôt entamé le processus d'organisation du 5e recensement national de l'agriculture, RNA 5, afin de disposer des données statistiques actualisées dans le secteur. Le recensement national de l'agriculture permettra de poser les bases nécessaires à l'amélioration de la production et de la diffusion des statistiques agricoles, indispensables à la conception et au pilotage des politiques de développement. Le président de la République a instruit le gouvernement de faire un suivi de l'opération et de présenter des points d'étape tout au long du processus qui sera exécuté sur une période de 24 mois. Pour permettre également aux conseils régionaux constitués de tenir leur première réunion de droit et amorcer l'opérationnalisation des régions en tant que collectivités territoriales disposant d'une tutelle, le Conseil des ministres a procédé à la nomination des gouverneurs de région.
Le Togo a visiblement amorcé la période transitoire de la gouvernance. Quelques jours après la publication des membres du gouvernement, le président de la République, Faure Gnassingbé, a procédé à la nomination des gouverneurs de région. Une décision importantissime pour ainsi acter la mise en place des conseils régionaux. Ulrich Amégan, dans le sujet qui suit, retrace et reprécise le rôle de ces hommes et femmes appelés à œuvrer pour réduire les disparités régionales. 23 août 2024, le Togo franchit une nouvelle étape de son processus de décentralisation. Une étape illustrée par la nomination de gouverneurs pour 4 régions, les Savanes, la Kara, les Plateaux et la Maritime, mais aussi d'un gouverneur pour le district autonome du Grand Lomé. Une première dans l'histoire du pays qui concrétise la politique des réformes institutionnelles engagée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Ces nominations viennent à point nommé parce qu'il est nécessaire d'opérationnaliser les régions en tant que subdivision administrative, à la tête desquelles se trouvent donc les gouverneurs de régions qui viennent d'être nommés. Et aussi important d'opérationnaliser les régions en tant que collectivités territoriales dont la désignation des conseillers qui doivent administrer sont déjà élus et on attend donc la nomination de ces gouverneurs de région pour donc convoquer les premières réunions afin que les exécutifs des régions puissent être élus pour opérationnaliser donc les régions. De la gouvernance centrale au régional, en passant par celle communale, la politique de décentralisation et de déconcentration de l'État suit son cours normal. 4 gouverneurs régionaux et un gouverneur pour le district autonome du Grand Lomé, cela revêt une importance capitale. Le gouverneur, conformément à l'article 116 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, il est le représentant de l'État dans la région comme collectivité territoriale. Ce sont des représentants directs du pouvoir central et de tous les ministres qui composent le gouvernement de l'État dans la région concernée. Alors que le gouverneur du district autonome du Grand Lomé représente l'autorité locale qui représente la ville de Lomé dans son ensemble. En tout cas, une autorité hybride parce que étant à la tête d'une structure hybride, parce que le district autonome de Grand Lomé est une collectivité territoriale particulière, parce que mettant ensemble et les règles de la décentralisation et les règles de la déconcentration. Participation aux délibérations du Conseil régional, contrôle et fourniture de renseignements, convocation et organisation des élections, contrôle de la légalité des actes, pouvoir de suspension. Le rôle des gouverneurs est étendu à plusieurs dimensions et vise à répondre aux aspirations des populations. L'autorité a conféré la possibilité de signature des contrats plans au gouverneur. C'est-à-dire le gouverneur qui doit programmer et faire mettre en œuvre les politiques de développement de la région. L'État lui confère encore cette possibilité de plus de signer des contrats plans État, collectivité territoriale, en l'occurrence les régions comme collectivité territoriale, le gouverneur dans la région et représentant toutes les administrations civiles déconcentrées de l'État. Il prend en compte tous les éléments, tous les secteurs et passe le contrat avec la région qui est une collectivité territoriale pour la mise en œuvre, pour qu'il n'y ait pas une zone qui soit laissée
deux côtés. Le Togo crée de plus en plus un environnement favorable à la décentralisation et donne la latitude aux collectivités territoriales de fournir des services de base nécessaires aux populations. Cette réussite est d'ailleurs reconnue par la CGLUA, la Cité des gouvernements locaux unis d'Afrique. Et pour un développement participatif, inclusif et harmonieux du Togo, l'économie est placée au centre des priorités. Rien ne doit la saper. Et c'est pourquoi la APLUSIA lutte, par exemple, pour une bonne gestion de la commande publique. Hier, l'institution de prévention et de lutte contre la corruption a initié une formation à l'endroit des PRMP, personnes responsables des marchés publics. Elia Gbanyandao. Oui à l'intégrité et non à la corruption. Un concept que la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées APLUSIA compte intégrer dans la conscience de tous les acteurs en charge de la commande publique. Ces dirigeants des structures de marché public sont donc instruits sur les tests qui régissent les passations de marché public au Togo. La APLUSIA veut ainsi améliorer les connaissances de ses responsables sur les conséquences désastreuses de la corruption. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude infinie à son Excellence, M. Faure Sessouna Gnassingbé, président de la République, et à l'ensemble de son gouvernement pour toutes les réformes opérées visant à minimiser les risques de corruption dans notre pays et particulièrement dans la commande publique. Malgré les efforts consentis par les différents États, les pratiques de corruption persistent dans tous les secteurs. Cette situation peut s'expliquer par la méconnaissance des textes. C'est pourquoi la lutte contre la corruption dans la commande publique nécessite une action à plusieurs niveaux. L'objectif poursuivi par les 10 ateliers régionaux est de conscientiser davantage les membres des organes de gestion de la commande publique à respecter les principes fondamentaux de la commande publique, qui sont la liberté d'accès à la commande publique, la transparence des procédures, l'égalité de traitement des candidats ou soumissionnaires dans le processus de passation des marchés publics, ainsi que l'efficacité et l'économie. Exhorter les membres des organes de gestion de la commande publique à observer les règles d'éthique et de déontologie dans la commande publique. La corruption est un fléau qui sape l'économie nationale. Plusieurs mesures proactives sont prises par le gouvernement. La digitalisation des services est l'une des solutions pour minimiser les risques de corruption. Il existe souvent des contentieux qui naissent des passations de marchés publics. L'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, veille au grain pour satisfaire autant que faire se peut les opérateurs économiques lors des réclamations. Qui peut faire donc valoir un contentieux en matière de commande publique et dans quel cas peut-on saisir l'organe de régulation? Elia Gbanyandao, précision. Bon nombre de procédures de passation de marchés publics font objet de contestation au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. De 2001 à 2023, le nombre de décisions rendues par l'institution est respectivement de 108, 69 et 56. Pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'autorité contratante d'attribuer le marché, l'ARCOP offre aux différentes parties, en cas de désaccord, la possibilité de saisir le comité de règlement des différends. S'agissant de ce recours qu'un candidat ou un soumissionnaire pourra exercer lorsque il aura intérêt à le faire, ce recours est adressé à l'autorité contratante représentée par la personne responsable des marchés publics. Donc c'est cet acteur, agent public, qui agit pour le compte de la personne morale dénommée autorité contratante. Le contentieux de la commande publique est géré au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique. C'est 4 membres qui composent le comité de règlement des différends pour rendre des décisions quand il le faut et tenter de concilier les parties quand il le faut aussi. Dans l'exécution des marchés publics, lorsqu'un contentieux survient, le candidat ou les parties au contrat peuvent faire recours au soumissionnaire dans un délai de 5 jours ouvrables. On doit avoir, en raison de la complicité du marché, un bureau de contrôle, un maître d'œuvre pour le suivi de l'exécution.
En principe, à toutes les phases de l'exécution, on doit pouvoir valider des phases pour dire on avance. On doit faire en sorte à ce que les malfaçons constatées lors de la réception provisoire soient réparées. Un point cité en exemple, on doit avoir pour un tel ouvrage la garantie décennale qui permet pendant 10 ans, lorsque des malfaçons seront découvertes qui vont porter atteinte à la solidité de l'ouvrage pour rendre l'utilisation difficile, en ce moment-là, on appellera l'assureur en garantie aux fins de réparation. Si on peut, dans le cas d'espèces, continuer par réparer les malfaçons, on le fera. Mais dans le cas contraire, si on ne peut pas, on doit pouvoir évaluer le préjudice subi. Cela sera quantifié pour que le titulaire du marché soit condamné à payer. Eh bien, pour éviter des contentieux et condamner l'auteur à un remboursement, l'ARCOP procède à un règlement non juridictionnel des litiges. Dans l'exécution des contrats, 2 obligations sont à respecter, celle de la conformité au cahier de charges et l'exécution dans le délai. Les femmes entrepreneurs et commerçantes de la région centrale se familiarisent avec l'outil informatique pour gérer au mieux leurs activités. Le ministère en charge de l'économie numérique, à travers le projet Nanatech Immersion, met à leur disposition des connaissances pratiques dans la maîtrise du digital. Il permettra à ces femmes de renforcer leurs échanges commerciaux. Désiré Aloy. Le gouvernement togolais œuvre davantage à booster la croissance économique, le développement global. Le projet Nanatech, l'un des programmes pour contribuer activement à promouvoir l'entrepreneuriat, les compétences féminines dans le numérique au travers de Nanatech Immersion, un atout. Il reste un volet FAG qui offre une formation intensive aux femmes commerçantes dans l'objectif de renforcer leur gestion entrepreneuriale. Celles de la région centrale, à leur tour, sont bénéficiaires. Cette formation intensive de 6 jours a un impact fort sur les activités commerciales des 20 bénéficiaires. Parce que durant cette formation, elles auront des modules qui concernent la communication digitale, donc le marketing digital, comment elles montent leurs produits en ligne, comment elles font la publicité de leur entreprise en ligne, ça leur sera enseigné, comment aussi gérer la partie financière de leur entreprise grâce à des outils numériques, comment avoir un certain leadership en ligne comme hors ligne. À la fin, leur activité sera réellement boostée, leur compétitivité sera accrue et leur chiffre d'affaires aussi. C'est une aubaine pour ces actrices de développement. Le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale est porteur du projet avec le soutien du Millennium Challenge Corporation MCC pour opérer cette dynamique qui booste la croissance économique au travers des TIC. La vision du gouvernement togolais sur le digital et par ricochet pour ce projet s'inscrit sur deux niveaux. Il y a le développement économique du pays que le numérique doit booster. Il y a aussi la cohésion et l'inclusion sociale que le numérique va servir aussi à booster. Et donc ces femmes, avec ces outils, si elles arrivent à bien maîtriser et que leur activité décolle, c'est un facteur qui renforce l'inclusion sociale dans le pays parce que la place de la femme sera renforcée. Les TIC bien utilisés contribuent à faciliter le marché, la gestion des stocks, ce qui favorise leur écoulement. Cette formation me permettra de mieux vendre et de mieux gérer nos stocks, même à distance en ligne, et fera de moi une femme leader. Déjà, je vois l'avenir de mon entreprise. Nous disons merci au gouvernement pour cette initiative. De petits entrepreneurs que nous sommes aujourd'hui, avec cette formation, nous serons de grands entrepreneurs sur qui d'autres entrepreneurs se baseront au sein de cette région centrale pour ensemble améliorer nos conditions. Il est question pour le ministère en charge de l'économie numérique et de la transformation digitale de développer d'ici à 2025 un hub d'innovation digitale avec un écosystème de talents digitaux pour répondre à la feuille de route gouvernementale.
Cet outil qui permettra aux femmes entrepreneurs de renforcer leurs échanges commerciaux est aussi conseillé à la foire Adjafi. L'événement annuel de promotion des produits de jeunes entrepreneurs vient de s'ouvrir et c'est plus de 200 exposants nationaux et internationaux qui sont présents sur ce site depuis 5 jours déjà. Ils y seront jusqu'au 8 septembre. Tout se passe sur le site habituel, le terrain du lycée d'Agoué, Abili Nyasimbi. Reportage. Et le tam-tam résonnant. Nous sommes à la 12e édition de la foire Adjafi. Dite nouvelle foire, cette rencontre commerciale des jeunes entrepreneurs revient le panier, pleine de nouvelles initiatives et offre un cadre propice d'affaires aux exposants. Plus de 200 places, de milliers de produits et des services, la nouvelle foire Adjafi se veut moderne, elle vise haut. Nous avons essayé de reformuler d'abord les activités en termes de concept d'activité. Nous avons essayé également de moderniser les infrastructures que nous installons pour accueillir les exposants. Vous allez constater un net changement, en tout cas sur le dispositif de cette année, par rapport à l'année dernière. Et les concepts qui ont évolué pour proposer en 3 semaines 2 salons, un atelier pour les ados et une programmation de concerts et de spectacles. L'ASLECAF pour stimuler la commercialisation de nos produits transformés et pérenniser les acquis, le Togo met les bouchées doubles pour la promotion du Made in Togo. Nous avons initié le salon des apéros gourmandises. En fait, c'est 2 anciens salons que nous avons fusionnés pour faire la journée du riz togolais et le salon des jus et boissons. C'était 2 concepts pour promouvoir la consommation locale. C'est notre manière de donner un nom chic à cet événement-là qui va mettre en avant tout ce qui est boisson, tout ce qui est jus et tout ce qui est repas produits localement. La foire Adjafi se déroule sur le terrain du lycée d'Agoué et la population togolaise est invitée à découvrir cet univers commercial qui dure 18 jours. Avez-vous un chien chez vous? Hier, c'était la journée mondiale de cet animal, ami fidèle de l'homme. Comment doit-on prendre soin de lui? Victor Kaliwa et Clarissa Ticlé. Animal de compagnie et ami fidèle, le chien joue un rôle crucial dans la vie de l'homme. Au-delà de sa compagnie, il assure protection et surveillance. Le chien, c'est un animal avec lequel nous partageons nos émotions. Il peut arriver qu'il tombe malade, qu'il ait faim, comme chez l'homme. Donc c'est le même devoir que nous devons au chien comme à nous-mêmes, à nos proches. Cependant, la proximité entre l'homme et le chien nécessite une vigilance accrue pour protéger cet animal contre diverses maladies. Et pour ceux qui s'y connaissent, il existe des lieux dédiés aux soins de cet animal. Le chien a un carnet de santé. Un exemple, c'est ça, c'est son carnet de santé. Et ça, c'est surtout pour les vaccinations. Il faut forcément le faire suivre par un docteur vétérinaire pour éviter les problèmes de santé qui peuvent se transmettre à l'homme. Il y a des maladies parasitaires, l'ascaris, la rage, que le chien peut transmettre à l'homme. Il faut vacciner le chien comme nous-mêmes on se vaccine. Fidèle protecteur, le chien occupe une place importante dans la vie de l'homme et mérite beaucoup d'attention. Il est donc du devoir de tout éleveur de protéger son chien contre les maladies qui pourraient non seulement affecter son bien-être, mais aussi celui de son entourage. Le nouveau gouvernement, je vous le disais, en titre était vendredi dernier à l'Assemblée nationale. La chef du gouvernement s'est prêtée à l'exercice de la déclaration de politique générale de son équipe. Dans un entretien hier, la ministre Yawa Kuigan de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, est revenue sur l'essentiel de cette déclaration. Elle était l'invitée du 20h avec Anita Atigakou pour une pédagogie gouvernementale. Suivez plutôt. Bonsoir. Bonsoir Anita. Alors, vous étiez avec le Premier ministre et vos autres collègues ministres vendredi dernier à l'Assemblée nationale pour la présentation de la politique générale du gouvernement. Et justement, nous allons en parler dans cet entretien. Alors, dans sa présentation de politique générale du gouvernement, Madame le Premier ministre a indiqué que sa nouvelle équipe est investie de 2 missions
principal. Alors, Madame, voudrez-vous bien nous rappeler ces deux grandes missions et surtout, que doivent en retenir les citoyens? Merci Anita. Je voudrais vous proposer de mentionner d'abord ce que nous tous devons retenir, puis nous en viendrons au rappel de la mission. Et pour parler de ce que nous devons retenir, je pense qu'il est essentiel de rappeler que nous sommes à un grand moment de l'histoire de notre pays et que qui dit histoire ne parle pas d'une seule personne. L'histoire n'est pas faite par une seule personne, elle n'est pas faite par une catégorie de personnes, elle n'est pas faite seulement par ceux qui sont aux affaires. L'histoire, c'est à la fois ceux qui sont, comme je l'ai dit, aux affaires, c'est tous les Togolais qui aspirent à venir aux affaires, c'est l'ensemble de la population de façon large, la société civile, c'est tout ça, l'histoire d'un pays. Et à ce grand moment de l'histoire de notre pays, je voudrais vous remercier à la TVT de me donner l'occasion de partager avec vous la vision qui anime l'action publique de notre pays. Cette vision a donc été rappelée récemment lors du tout premier Conseil des ministres qui s'est tenu ce 23 août 2024, comme vous le savez, par le chef de l'État lui-même. Alors cette vision a été rappelée et elle inclut un certain nombre de mots-clés. Il faut, pour l'équipe gouvernementale, travailler ensemble, garder en tête l'objectif. Quel est l'objectif à ce stade? C'est la construction d'un pays en paix, d'une nation moderne avec une croissance économique forte et inclusive. Pour ce faire, il y a donc les axes de la feuille de route à l'horizon 2025, mais il y a également un certain nombre de valeurs et de considérations dont nous devons nous nourrir nous-mêmes. L'humilité a été mentionnée, la modestie, la tolérance, l'attachement aux résultats pour atteindre l'objectif de la mission. Et quel est-il? S'il peut être synthétisé, c'est répondre aux aspirations des Togolais. C'est ne pas avoir de repos tant que tous les besoins de nos concitoyens n'ont pas été satisfaits. Je l'ai dit, ça passe par une attention de tous les instants aux résultats, ça passe par une culture de l'exigence de la qualité et une culture de la recherche de l'excellence au service de notre pays. Et est-ce qu'il est nécessaire de revenir sur les notions de patriotisme qui en réalité doivent exister dans la vie de tout le monde? J'ai envie de dire que selon le rappel qui nous a été fait par le chef de l'État, les affaires publiques, c'est essentiellement, si je peux me résumer, une histoire d'amour de son pays. Et lorsqu'on aime son pays, on ne se lasse pas de travailler à son service, on ne se lasse pas de travailler pour les filles et les fils du Togo. Le président de la République, à l'occasion de ce premier Conseil des ministres, a donc invité l'ensemble des membres du gouvernement à considérer que l'appel dans cette équipe est moins un honneur qu'un devoir. Il a insisté dessus, un devoir d'accélérer, un devoir de délivrer des résultats tangibles qui changeront réellement la vie de nos concitoyens. Donc je tenais à faire ce rappel avant de mentionner la mission du gouvernement telle qu'elle a été rappelée dans la déclaration de politique générale et qui, vous avez bien fait de le dire, s'articule en deux axes principaux. Le premier, c'est la mise en place des institutions de la Ve République. Le deuxième, c'est la poursuite et l'achèvement de la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025. Vous le savez, la feuille de route, c'est 3 axes, c'est 42 projets réformes prioritaires. D'accord. Alors, Madame, justement, parlons de cette feuille de route. Madame le Premier ministre a souligné que la feuille de route est mise en œuvre à 75%. Alors, concrètement, quels sont les secteurs phares où les avancées importantes ont été réalisées pour aboutir à ces 75%? Alors, dans le contexte que nous vivons, ce n'est pas un lieu commun, mais j'ai envie de dire que tous les secteurs doivent être considérés comme des secteurs phares en réalité. Mais déjà, intéressons-nous au moteur. Dans la déclaration de Madame le Premier ministre, vous l'avez entendu, le moteur, c'est la hausse des investissements publics. Pour partager des chiffres, on est passé en 2020 de 394,2 milliards de francs CFA à 559,3 milliards de francs CFA en 2024. Lorsque vous regardez ces chiffres, vous
retomber sur la notion d'accélération que nous avons mentionnée tout à l'heure dans la vision qui a été rappelée par le chef de l'État. Il s'agit de faire vite et de faire très vite au service des Togolais. Alors, cette hausse des investissements publics qui a donc conduit ces avancées que vous avez mentionnées est traduite également dans la croissance économique de notre pays. Et si nous revenons encore une fois aux chiffres, nous mentionnerons pour l'année 2020 2%, qui sont passés à 6,4% l'an dernier, en 2023, avec une projection cette année 2024 à 6,6%. Ça vous donne une idée de la tendance, de la dynamique, et ça nous met tous d'accord que ces avancées ont été réalisées par le concours de tous les secteurs de façon globale. Maintenant, s'il faut en mentionner quelques-uns sans prétendre à l'exhaustivité, j'ai envie de dire, sans paraphraser la Bible, qu'au commencement est la sécurité. Lorsque nous parlons aujourd'hui en 2024, nous devons nous dire qu'au commencement est la sécurité. Et en matière de sécurité, nous avons, cela a été dit et redit, la loi de programmation militaire qui a contribué à augmenter les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite dire aussi que la sécurité, en tout cas selon la vision togolaise, n'est pas que militaire. C'est pour ça que la réponse togolaise est une réponse multidimensionnelle. L'illustration, c'est le PURS que nous avons vu mettre en œuvre, le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés. Il a été mis en œuvre dans un premier temps dans la région des Savanes avec un budget prévisionnel de 326 milliards de nos francs. C'est avec satisfaction globalement que cela s'est déroulé et donc vous avez assisté à l'extension récente de ce programme à tout le pays. Je dois dire aussi, en parlant de sécurité toujours, que la sécurité, c'est la proximité. C'est pour ça que vous verrez que désormais, il est prévu et déjà mis en œuvre progressivement la création d'un commissariat de police et d'une brigade de gendarmerie dans chaque commune. Faites le calcul, ça fait 117 de ces unités en plus de ce qui existait déjà, de telle sorte que les forces de défense et de sécurité puissent être proches des populations et pouvoir répondre à leurs attentes. Nous avons besoin de quiétude pour vivre, pour travailler, pour progresser et pour nous développer. Il faut dire que la sécurité n'est pas que cela, elle est aussi juridictionnelle. C'est pour ça que lorsque vous voyez les résultats de la feuille de route, il sera mentionné que des maisons de justice ont été ouvertes dans chaque région de notre pays, toujours dans ce souci de proximité. Alors, si la sécurité est importante, c'est parce que, je l'ai dit, elle permet tout le reste. Elle permet, par exemple, de travailler à améliorer les performances du système de santé. Là-bas aussi, si quelques chiffres peuvent nous permettre de faire une mise en perspective, encore une fois, sans prétendre à dresser un bilan exhaustif, parce que ce n'est pas le moment. En matière de santé, on a vu la construction de plusieurs formations sanitaires, des réhabilitations, l'équipement important, d'importants moyens ont été mobilisés. Récemment, vous avez vu une remise d'équipement dont le montant global dépassait un peu les 19 milliards de francs CFA qui vont être distribués à toutes les structures sanitaires du pays. C'est à la fois là un pas quantitatif autant que qualitatif. Et dans le domaine de la santé, en dehors de la construction, de la réhabilitation et de l'équipement dont on vient de parler, il y a aussi la formation et le recrutement. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, il a été recruté plus de 1200 professionnels dans le secteur de la santé. Il y a la santé de la mère et de l'enfant. Des hôpitaux mère et enfant dans toutes les régions du pays sont en construction, bientôt à réceptionner. Vous avez le programme d'accompagnement de la femme enceinte et de l'enfant Wezu. Lorsque vous regardez cela, vous vous dites que ces 75% se sont traduites dans la vie de nos concitoyens par du concret. Vous avez l'assurance pour les élèves qui a enrôlé 900 000 élèves, le programme School Assure. Tout ça, c'est vraiment du vécu, c'est la vie de tous les jours. Pour en revenir toujours, parce que je voudrais que ça soit le fil rouge à la sécurité permet aussi de travailler dans le domaine de l'éducation. Dans ce domaine, il y a eu sur la période plus de 11 000 recrutements de fonctionnaires dans le domaine de l'enseignement, donc recrutement et formation. Vous avez eu également des projets qui ont contribué à construire ou à réhabiliter des salles de classe. Les chiffres sont éloquents, plus de 4 600 salles de classe. Si tout n'est pas fait, au moins on est en très bonne voie
de progresser. 218 000 élèves togolais ont reçu des repas chauds à travers les différents programmes mis en œuvre. Vous avez les instituts de formation en alternance pour le développement que nous appelons familièrement les IFAD. 4 sont déjà construits, d'autres sont à construire. Et donc, j'ai envie de dire que nous progressons ainsi. On a parlé de santé, on a parlé d'éducation comme des besoins vitaux. Le gouvernement continue de travailler à l'inclusion sociale, notamment avec ces 2 mamelles, si vous me permettez l'expression, de la desserte en eau et de la fourniture en électricité. Alors pour la desserte en eau, encore une fois, des chiffres, non pour tout dire, mais pour donner une idée à tout le monde, 2000 ouvrages ont été construits sur la période, près de 60 000 branchements ont été subventionnés, ce qui a fait passer de 2020 à 2023 le taux de desserte de 60 à 69%. Et je l'ai dit tout à l'heure, la vision a été rappelée par le chef de l'État. La vision, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que c'est tout le monde qui doit être pris en compte. Et si tout le monde doit être pris en compte, le chiffre maximal, c'est 100%. Donc lorsque nous sommes à 69%, c'est bien, des progrès ont été faits, mais le travail doit se poursuivre avec sérieux, avec abnégation, sans relâche, jusqu'à ce que nous parvenions à cet objectif de 100%. Il en est de même dans le domaine de l'énergie. Des progrès ont été faits là-bas aussi en matière d'électrification. Nous sommes passés de 50% en 2020 à 69% à la fin du mois de juillet 2024. Il faut là-bas aussi se réjouir de ce qui a été fait et continuer de travailler. J'ai envie de dire, parce que cet entretien est enfermé dans un certain temps, que le plus grand pourvoyeur d'emploi de notre pays, c'est quand même l'agriculture. Ne l'oublions pas. Et que dans ce secteur, les projets, les réformes qui ont été mises en œuvre ont permis l'augmentation de la production agricole, l'augmentation du rendement des cultures vivrières, la mise en valeur de terres. On a parlé de plus de 35 000 terres qui ont été aménagées et mises en valeur. La disponibilité de l'engrais. Vous savez à quel point l'engrais est une matière première prisée et très recherchée par nos agriculteurs. Les actions en matière d'anticipation pour répondre à la demande ont fait que pour ces dernières campagnes agricoles, de l'engrais a été disponible pour les agriculteurs togolais en totalité, couvrant la totalité des besoins à des prix subventionnés, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte que nous connaissons. Beaucoup a été fait, quelques exemples ont été donnés, mais que le cap qui est fixé, c'est que les objectifs continuent d'être poursuivis, que les efforts soient maintenus, accélérés pour délivrer effectivement. D'accord. Alors, Madame, on a compris donc que, disons que le travail a été colossal. Donc, justement, disons que en parler prendra assez de temps. Mais nous avons évoqué justement la mise en place. L'autre mission, c'est la mise en place des institutions de la 5e République pour cette nouvelle équipe. Alors, Madame le ministre, dites-nous comment le nouveau gouvernement, envisage-t-il l'exécution de cette mission-là? Merci Anita. Peut-être juste avant de revenir sur la mise en place des institutions, vous dire que vous demandez de ne pas éprouver de frustration. Dans tous les cas, l'ensemble de mes collègues membres du gouvernement pourra à loisir revenir chacun sur le secteur qui lui est attribué en responsabilité pour pouvoir éclairer davantage l'opinion, partager des chiffres, rappeler les perspectives et en réalité appeler tout le monde à faire un effort commun pour que nous y parvenions parce que c'est nous tous qui sommes concernés. Alors pour la mise en place des institutions, je pense que comment le gouvernement compte s'y prendre, mais c'est simplement en s'en tenant au texte en vigueur. Et le premier repère que nous avons aujourd'hui, que nous en parlons, c'est la Constitution du 6 mai 2024. Elle a fixé un cap dans ses dispositions transitoires, un cap de 12 mois à compter de la date de promulgation. Une fois que ce repère en termes calendaires est défini, eh bien, le fonctionnement des institutions et les mécanismes pour la mise en place également relèvent des dispositions transitoires et finales de la Constitution du 6 mai. Schématiquement, vous l'avez vu, le tout premier Conseil des ministres qui s'est tenu après la déclaration de politique générale a acté la nomination des gouverneurs de région. Je souris un peu parce que je sais que vous allez me demander pourquoi on n'en a que 5 alors qu'on en attendait 6. C'est pour vous dire que c'est un processus, que c'est en cours, que cela ne saurait tarder.
et que cela serait d'autant moins tardé que l'un des intérêts de l'instauration des gouvernorats, c'est de permettre aux conseillers régionaux qui ont été élus de s'installer et de faire en sorte que les conseils régionaux puissent commencer à fonctionner. L'intérêt, c'est de permettre de compléter l'architecture, parce que Constitution du 6 mai, régime parlementaire, la composition du Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour pouvoir y aller, nous avons forcément besoin des conseils régionaux. Ils vont donc pouvoir bientôt, à la diligence des gouverneurs de région, tenir leur première réunion et être rendus opérationnels. Pour ce qui concerne le gouvernement, il va continuer à prendre les textes qu'il faut et à organiser les élections sénatoriales dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour parachever cette architecture de fonctionnement optimal du régime parlementaire. Une fois que ce sera fait, nous aurons loisir, tous les Togolais que nous sommes, et également l'ensemble des partenaires techniques et financiers, des amis du Togo qui s'intéressent à la vie de notre pays, de voir la mise en place du nouvel exécutif qui comprend un président de la République, un président du Conseil. Alors, Madame le ministre, dès l'entame de cet entretien, vous avez rappelé l'importance de la sécurité. Et justement, dans le contexte actuel, comment le gouvernement compte-t-il prévenir les menaces sécuritaires, lutter contre les vulnérabilités et surtout favoriser la résilience des populations? Alors, je crois que cela a un peu transparu dans tout ce que j'ai dit lors de cet entretien. Renforcer la sécurité, vous savez, dans cette matière, il y a plusieurs postures. Le Togo a choisi de ne pas être uniquement dans la posture du tout militaire. Et donc, tout en faisant des améliorations dans ce domaine, j'ai cité la loi de programmation militaire, j'ai mentionné la police de proximité, l'installation de brigades de gendarmerie dans toutes les communes de notre pays, donc la proximité. Tout en faisant cela, eh bien, il y a tout l'aspect qui concerne le dialogue communautaire et le renforcement des actions de développement. Le dialogue communautaire à travers, par exemple, des mécanismes comme le CIPLEV, qui permettent que tout le monde mette la main à la pâte en matière de construction, de co-construction de la sécurité. Parce que c'est une affaire de tout le monde. Lorsque vous avez des attaques terroristes dans la région des savanes, nous devons nous sentir dans la maritime, dans les plateaux, dans la centrale, dans la Kara, aussi blessés et aussi meurtris que nos frères et sœurs qui sont sur le champ, à la fois les populations civiles qui en souffrent énormément, mais également nos frères et sœurs, forces de défense et de sécurité, qui sont sur le pied de guerre et qui veillent nuit et jour à ce que ce pays reste intègre en termes de territorialité. Je voudrais me référer à la parole du chef de l'État qui, le 27 avril de l'an dernier, parlait de ne céder aucun espace au terrorisme. Il a pris l'engagement de faire en sorte que le mal ne pénètre pas dans notre pays. Et je crois qu'il faut rendre hommage à nos frères forces de défense et de sécurité parce qu'ils se battent vaille que vaille pour que cette promesse soit réalisée. Madame le Premier ministre, durant l'exercice, a mentionné que le gouvernement a pris acte du message des populations en ce qui concerne leurs besoins. Alors, peut-être très rapidement, comment le gouvernement compte-t-il, par des actions concrètes, améliorer le quotidien des populations? Alors, l'amélioration du quotidien des populations, ce sera un chantier continu. On a parlé de poursuivre et d'achever les projets et réformes prioritaires de la feuille de route. Cela sera fait de façon, j'ai envie de dire, très méthodique et scientifique, avec des outils de suivi. Et cela sera poursuivi, pardonnez la tautologie phonétiquement parlant, mais ce que j'ai envie de dire là aussi, c'est que ce n'est pas que le fait du gouvernement que notre pays se développe. Vous l'avez entendu, c'est une dialectique. Madame le Premier ministre a mentionné le message reçu des populations. Ce message déclenche une action du gouvernement. Il faut qu'en miroir de cette action du gouvernement, il y ait les réactions, le suivi, ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Que chaque Togolais se sente responsable de chaque centime des Togolais qui est dépensé pour améliorer le bien-être de nous tous. Lorsque ce n'est pas fait, il ne faut pas hésiter à en parler, il ne faut pas hésiter à sonner l'alarme pour que nos frères et sœurs également, qui se voient confier des chantiers, qui pour réfectionner une route, qui pour construire un hôpital, qui pour construire une salle de classe, puissent s'appliquer
comme je l'ai dit, aux repères qui ont été rappelés également aux membres du gouvernement, l'excellence, la recherche de la qualité. C'est comme ça que chacun d'entre nous pourra apporter sa pierre à l'édification nationale. Merci beaucoup, Madame le ministre. Merci d'être venue nous expliquer encore une fois justement le contenu de la déclaration de politique générale du gouvernement. C'était le vendredi dernier. Merci et à très bientôt. Merci à vous aussi, Anita. Merci à la TVT. La suite de cette édition par cette note d'information du directeur général de la CNSS, Ingrid Awade, porte à la connaissance de tous les opérateurs économiques que les conditions suivantes doivent être réunies désormais pour obtenir le quitus social. 1. Tout employeur doit immatriculer son personnel, déclarer et payer régulièrement les cotisations sociales dans les délais prescrits. 2. Toute entreprise qui reprend ses activités doit respecter un délai de régularité d'au moins 6 mois dans la déclaration et le paiement des cotisations sociales. 3. Toute nouvelle entreprise doit observer une régularité dans la déclaration et le paiement de ses cotisations sociales sur une période d'au moins 6 mois. En revanche, tout employeur ne remplissant pas les conditions susmentionnées peut obtenir à sa demande une attestation d'immatriculation prouvant son affiliation au régime général de sécurité sociale. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, remercie tous ses partenaires pour leur fructueuse collaboration. Et pour gagner au loto cash de ce 27 août, il fallait miser sur les numéros suivants: 31, 23, 16, 35, 72. 31, 23, 16, 35, 72. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première. Bon après-midi à tous et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.